One. Eh, ami de la campagne, écoute attentivement ce que je vais te dire, car cela pourrait changer la vie de plus d'une personne. En 2026, il y a des gens qui débutent encore dans l'élevage comme leurs grands-parents, purement à l'instinct, purement à l'œil, en espérant que les choses se passeront bien, juste parce que... Et il y a d'autres personnes qui commencent avec leur tête, avec ordre, avec un plan. Et ces personnes sont celles qui, dans 5 ans, regarderont en arrière sans rien regretter. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être l'un de ces derniers. Je ne vais pas te vendre de la fumée ou te dire que l'élevage est facile car ce n'est pas le cas. Mais je vais te dire quelque chose que très peu de gens te disent avec cette clarté. Bien commencer n'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent. C'est une question de savoir quoi faire avec ce que tu as. Alors prends un café, assieds-toi, car c'est très cool. La première chose à faire, et c'est quelque chose que la plupart des gens sautent parce que cela leur semble ennuyeux. Avant d'acheter un seul animal, avant de réparer un seul pâturage, avant de faire absolument quoi que ce soit, tu dois savoir sur quel terrain tu te trouves. Et je ne parle pas du terrain physique, je parle du terrain de la réalité. Combien d'hectares as-tu? Quel type de sol est-ce? Quelle herbe y pousse naturellement? Quelle eau as-tu à disposition? À quelle période de l'année pleut-il? Et à quelle période de l'année ne pleut-il pas? Quelle est la température moyenne en été et en hiver? Quelle est la durée de vie restante des clôtures existantes? S'il y a des corals ou non? S'il y a une goulotte ou non? S'il y a de l'eau courante ou s'il faut la pomper ou la transporter? Tout cela semble évident. Mais je jure qu'il y a des gens qui achètent 100 vaches avant de savoir s'ils ont de l'eau pour les abreuver en août et qui se demandent ensuite pourquoi ils ont mal fait. Faire ce diagnostic initial ne coûte rien de plus que du temps et de l'honnêteté. Parcours tout le champ, écris tout, pose-toi les questions inconfortables. Ne te raconte pas d'histoire en te disant que le pâturage du fond est bien si tu sais au fond de toi qu'il est nu et érodé. Cette honnêteté au début t'évite des années de tâtonnement plus tard. C'est comme quand tu vas chez le médecin et que tu lui dis exactement ce qui te fait mal sans minimiser quoi que ce soit. Si tu caches des symptômes, le diagnostic sera erroné et le traitement aussi. La même chose se produit avec le champ. Une fois que tu sais clairement ce que tu as, l'étape suivante consiste à définir quel type d'élevage tu veux faire. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Tous les élevages ne sont pas les mêmes et tous les élevages ne fonctionnent pas de la même manière dans tous les contextes. Où il y a ceux qui font de l'élevage, c'est-à-dire qui ont des vaches qui donnent naissance à des veaux et ces veaux sont vendus. Il y a ceux qui font de l'engraissement, c'est-à-dire qui achètent de petites veaux et les vendent quand ils pèsent plus. Il y a ceux qui font de l'engraissement, c'est-à-dire qui achètent des animaux maigres et les vendent gras. Il y a ceux qui font le cycle complet, c'est-à-dire tout ensemble, et il y a ceux qui se lancent dans la production laitière, qui est un monde complètement différent avec ses propres règles et ses propres maux de tête. Chacun de ces systèmes a ses avantages, ses inconvénients, ses besoins en capital, ses besoins en infrastructure et ses besoins en connaissances. L'élevage, par exemple, nécessite moins de capital par animal, mais plus de terre par tête et plus de patience car l'argent arrive lentement. L'engraissement nécessite plus de capital car tu achètes des animaux plus chers, mais le cycle est plus court et l'argent tourne plus vite. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre en théorie, il y en a un qui est meilleur pour ta situation spécifique, avec ton champ spécifique, avec ton capital spécifique, avec ton expérience spécifique. Et c'est exactement la décision que tu dois prendre avec des informations, pas avec de l'émotion. Parlons maintenant des chiffres, car sans chiffres, il n'y a pas d'entreprise. Il y a un hobby coûteux et dans l'élevage, il y a un chiffre qui commande par-dessus tous les autres et ce chiffre s'appelle la charge animale. La charge animale est le nombre d'animaux que tu peux avoir par hectare sans dégrader le pâturage. Si tu as plus d'animaux que la terre ne peut en supporter, le pâturage est détruit, le sol est compacté, les animaux tombent malades. Les coûts montent une flèche et en 3 ans, tu as un champ qui vaut la moitié de ce qu'il valait. Si tu as moins d'animaux que la terre ne peut en supporter, tu laisses de l'argent sur la table car l'herbe pousse et personne n'en profite. Le point exact entre ces deux extrêmes est où tu dois être
Et ce point est différent pour chaque champ, pour chaque climat, pour chaque type de pâturage. En termes généraux, dans des champs naturels, dans les zones avec de bonnes précipitations, tu peux gérer entre 1 et 1,5 unités de bétail par hectare. Dans les zones plus sèches, cela peut descendre à 1 unité tous les 2 ou 3 hectares. Dans les prairies artificielles bien gérées, cela peut monter à 3 ou 4 unités par hectare. Une unité de bétail équivaut à une vache de 450 kg. Donc, si tu as un bouvillon de 300 kg, cela représente environ 0,7 unités de bétail. Ce sont des moyennes indicatives. La réalité de ton champ peut être différente et c'est pourquoi il vaut la peine de faire une évaluation sérieuse avant d'acheter les premiers animaux. Et puisque nous parlons de chiffres, parlons de l'argent de départ, car commencer dans l'élevage sans bien comprendre la structure des coûts. C'est comme conduire de nuit sans phare. Tu peux arriver, mais les chances de te planter sont élevées. Les coûts dans l'élevage sont divisés en 2 grandes catégories. Les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes sont ceux que tu dois payer quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou non, que le prix de la viande monte ou descende, le loyer ou le coût d'opportunité de la terre, l'entretien de base de l'infrastructure, l'assurance si tu en as, les impôts s'ils s'appliquent, ceux-là seront toujours là. Les coûts variables sont ceux qui changent en fonction de ce que tu fais. La supplémentation lorsque le pâturage ne suffit pas, les médicaments et les vaccins, la main-d'œuvre supplémentaire en période de travail, le frais lorsque tu vends les animaux, le carburant du tracteur, ce que beaucoup de gens ne calculent pas au début, et c'est une erreur classique. C'est le coût d'opportunité du capital investi. Si tu mets 100 000 $ dans l'achat de bétail, cet argent pourrait rapporter ailleurs. Ce rendement que tu cesses de gagner est un coût réel, même s'il ne figure sur aucune facture. Les éleveurs qui tiennent bien leur compte l'incluent dans l'analyse. Ceux qui ne le font pas se convainquent parfois qu'ils se débrouillent bien, alors qu'en réalité, ils mangent le capital sans s'en rendre compte. Parlons maintenant de la race, car le choix de la race est l'une de ces décisions que les gens prennent parfois par goût ou par tradition familiale, ou parce que le voisin a telle race et que cela s'est bien passé pour lui. Alors qu'en réalité, elle devrait être prise par une logique technique adaptée à l'environnement. Toutes les races ne fonctionnent pas de la même manière dans tous les climats. Le Hereford, par exemple, est une race très efficace dans les climats tempérés, avec une bonne adaptation au pâturage extensif et un très bon caractère. L'Angus a une excellente qualité de viande avec une très bonne infiltration de graisse, ce qui la rend très prisée sur les marchés haut de gamme. Le Brahman et les croisements avec du sang de zébu sont beaucoup plus résistants à la chaleur, aux parasites et aux conditions défavorables des tropiques. Le Simmental et le Limousin sont des races à haute production de viande avec de très bonnes performances à la découpe, c'est-à-dire beaucoup de muscles et peu d'os. Pour la plupart de ceux qui débutent, les croisements sont la réponse la plus intelligente. Un croisement bien pensé te donne une vigueur hybride, ce qui signifie que l'animal croisé surpasse généralement les 2 races pures dans des caractéristiques telles que la résistance, la fertilité et le taux de croissance. Un croisement Angus avec Hereford, par exemple, te donne le meilleur des 2 mondes. La qualité de la viande de l'Angus et la rusticité de l'Hereford. Un croisement Angus avec Brahman te donne un animal très complet pour les climats chauds. La clé est de croiser avec intelligence et avec un objectif clair. Pas de croiser pour le plaisir de croiser. 2. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut sembler technique, mais qui en réalité est le cœur de l'entreprise d'élevage moderne. Le pâturage rationnel. Il y a une énorme différence entre lâcher les animaux dans le champ et les laisser manger où ils veulent et gérer le pâturage de manière planifiée. Le pâturage continu, qui est le système traditionnel de nombreux producteurs, a le problème que les animaux mangent toujours l'herbe qu'ils préfèrent. Ils mangent la même plante encore et encore avant qu'elle ne se rétablisse. Ils laissent l'herbe qu'ils n'aiment pas autant non consommée, et le résultat est un champ avec des zones de surpâturage et des zones de sous-pâturage en même temps. C'est inefficace et dégradant pour le sol. Le pâturage tournant change tout cela. L'idée est de diviser le champ en plusieurs enclos appelés paddocks et de faire tourner les animaux entre eux en donnant à chaque enclos le temps de se rétablir avant que les animaux ne reviennent. L'herbe qui est laissée au repos a le temps de repousser avec énergie.
de développer des racines plus profondes et d'accumuler plus de réserves. Lorsque les animaux reviennent dans cet enclos, ils trouvent un pâturage à son moment optimal de qualité et de quantité. La différence de production de viande par hectare entre un système continu et un système tournant bien géré peut être entre 30 et 100%. Ce n'est pas un détail mineur. C'est la différence entre une entreprise qui survit à peine et une entreprise qui croît. Combien d'enclos as-tu besoin pour faire tourner? Cela dépend du temps que tu veux laisser l'herbe se reposer. Si ton herbe a besoin de 45 jours pour se rétablir et que tu veux avoir les animaux 3 jours dans chaque enclos, tu as besoin de 15 enclos. Si tu les as 5 jours dans chacun, tu en as besoin de 9. La durée du repos dépend du type d'herbe, de la période de l'année et du climat. En été, l'herbe pousse plus vite et le repos peut être plus court. En hiver, elle pousse plus lentement et a besoin de plus de temps. Un bon éleveur ajuste la rotation en fonction de ce qu'il voit, pas en fonction d'un calendrier rigide. Et en parlant de voir, car c'est quelque chose que les éleveurs expérimentés font presque sans réfléchir. Mais que ceux qui débutent négligent souvent, tu dois apprendre à lire le champ. Apprendre à lire le champ signifie développer la capacité de regarder l'herbe et de savoir si c'est le bon moment pour que les animaux entrent ou si elle a encore besoin de plus de temps. Cela signifie observer le comportement des animaux et savoir s'ils vont bien ou s'il leur arrive quelque chose. Cela signifie regarder le sol après la pluie et savoir s'il l'absorbe bien ou si tout s'écoule. Cela signifie sentir l'air dans un corral et savoir si quelque chose ne va pas avant qu'un animal ne te donne un signe visible de maladie. Cela ne s'apprend pas dans un livre. Cela s'apprend en étant sur le terrain tous les jours avec les yeux ouverts et la tête qui travaille. Parlons de santé car c'est là que de nombreux producteurs qui débutent font une erreur qui leur coûte cher. La santé dans l'élevage n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et la santé préventive est toujours moins chère que la santé curative. Vacciner un animal coûte une fraction de ce qu'il coûte de le soigner quand il tombe malade. Et soigner un animal malade coûte une fraction de ce qu'il coûte de le perdre. Le calcul est très simple, mais dans la pratique, beaucoup de gens l'ignorent car la dépense du vaccin est vue aujourd'hui et la perte de l'animal est vue plus tard. Le plan de santé de base pour l'élevage comprend la vaccination contre la fièvre afteuse, lorsque la loi l'exige, ce qui dans de nombreux pays d'Amérique latine est obligatoire et avec des calendriers spécifiques, la vaccination contre la brucellose chez les femelles, qui est également obligatoire dans de nombreux pays, la vaccination contre les maladies clostridiales, qui comprend des maladies telles que le charbon symptomatique, la gangrène gazeuse, l'œdème malin et autres qui peuvent tuer un animal en moins de 24 heures sans donner pratiquement aucun avertissement. Le vermifuge stratégique, qui ne signifie pas vermifuger tous les 30 jours de manière routinière, mais vermifuger lorsqu'il y a des preuves de charge parasitaire élevées ou dans des moments critiques du cycle productif de l'animal, et le contrôle des ectoparasites tels que les tiques et les mouches, en particulier dans les climats tropicaux et subtropicaux, où ceux-ci peuvent causer des pertes importantes à la fois directement par le sang qu'ils extraient et indirectement par les maladies qu'ils transmettent. Tout cela devrait être écrit dans un plan de santé que toi ou ton vétérinaire concevez pour les conditions spécifiques de ton champ. Ne copie pas le plan du voisin. Les conditions de chaque champ sont différentes. La pression des maladies est différente. Les races ont une susceptibilité différente. Un plan de santé personnalisé est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire au début. Parlons maintenant de reproduction, car dans l'élevage, l'efficacité reproductive est le chiffre qui fait le plus bouger le résultat économique. L'indicateur clé s'appelle le pourcentage de gestation ou le pourcentage de vélage, et il te dit sur 100 vaches que tu as combien finissent par véler un veau par an. Un troupeau bien géré a entre 85 et 95%. Un troupeau mal géré peut avoir 40 ou 50%. La différence de revenus entre ces deux scénarios est énorme. Si tu as 100 vaches avec 90% de gestation, tu vends 90 veaux. Si tu as le même champ avec la même clôture et 50% de gestation, tu vends 50 veaux. Cela fait 40 veaux de différence avec tous les coûts fixes exactement les mêmes. Qu'est-ce qui détermine le pourcentage de gestation? Fondamentalement 3 choses. L'état corporel des vaches au moment du service, la qualité des taureaux et la gestion du service. L'état corporel est une échelle de 1 à 9 qui décrit à quel point la vache est bien nourrie.
Le point 5 est l'idéal pour le moment de la gestation. Les vaches très maigres ont des cycles irréguliers et ne tombent pas enceintes facilement. Les vaches très grasses ne fonctionnent pas bien non plus. Le point d'entrée est la vache bien nourrie à son poids idéal, prête à se reproduire. Les taureaux représentent la moitié du troupeau génétiquement parlant. Même si numériquement ils sont beaucoup moins nombreux, un taureau sert entre 25 et 40 vaches selon l'âge et de l'état. Que ce taureau soit infertile ou subfertile peut détruire le résultat de toute une saison de service sans que tu t'en rendes compte jusqu'à ce que le vélage te montre le désastre. Pour cette raison, l'examen reproductif du taureau avant le service n'est pas facultatif. Il est obligatoire. Il coûte très peu par rapport à ce qui peut mal tourner si tu ne le fais pas. Parlons aussi des registres, car sans registre, il n'y a pas d'élevage professionnel. Il y a de l'élevage à l'aveugle. Un système de registre et de base doit te dire pour chaque animal quel numéro ou étiquette il a. Quand il est né, de quelle vache il est le fils, de quel taureau il est le fils. Si tu le sais, combien il pesait à la naissance, combien il pesait au sevrage, combien il pèse aujourd'hui, quel vaccin il a reçu et quand, quel traitement il a reçu et pourquoi. Et si c'est une femelle, quand a-t-elle eu son premier service et est-elle tombée enceinte? Cela peut sembler beaucoup, mais avec un système simple et la discipline d'enregistrer chaque fois que tu fais quelque chose, l'information s'accumule d'elle-même. Et cette information vaut de l'or car elle te permet de prendre des décisions basées sur des faits et non sur des hypothèses. Quelle est la vache la plus productive du troupeau? Sans registre, tu ne sais pas quel est le taureau qui produit les veaux qui pèsent le plus au sevrage. Sans registre, tu ne sais pas quelles vaches sont toujours malades et génèrent des coûts. Sans registre, tu ne sais pas. Avec des registres, tu sais tout cela et tu peux prendre des décisions intelligentes. Sors les vaches à problème. Continue à utiliser les taureaux qui donnent les meilleurs résultats. Identifie les animaux avec le meilleur potentiel génétique pour garder leurs filles. C'est comme avoir une carte quand tout le monde navigue à l'aveugle. 3. Parlons de l'eau, qui dans l'élevage est aussi importante que le pâturage, et parfois plus. Un bovin adulte dans des conditions normales boit entre 50 et 100 litres d'eau par jour. Les jours chauds ou lorsqu'il consomme beaucoup de fourrage sec, cette quantité peut augmenter. Si l'eau n'est pas disponible à tout moment et en quantité suffisante, l'animal réduit sa consommation de pâturage, réduit son gain de poids, augmente sa susceptibilité aux maladies et dans des cas extrêmes peut mourir. L'eau est le premier facteur limitant de la production animale et le plus sous-estimé par ceux qui débutent avant d'acheter les premiers animaux. Vérifie que tu as des sources d'eau fiables dans chaque enclos ou la possibilité de les installer. Cela peut être des sources d'eau naturelles, telles que des ruisseaux ou des lagunes, mais avec la précaution de les clôturer pour que les animaux n'entrent pas dans l'eau, mais boivent plutôt depuis la rive ou depuis des abreuvoirs avec un flotteur. Cela peut aussi être des réservoirs de stockage remplis par des éoliennes ou des pompes, ce qui ne peut pas arriver. C'est quand il ne pleut pas, tes animaux manquent d'eau parce que tu ne l'as pas prévu. C'est une urgence qui est très coûteuse et qui peut être complètement évitée avec de la planification. Parlons maintenant de quelque chose qui fait un peu peur à beaucoup de gens au début, mais qui en réalité est l'un des plus grands alliés de l'éleveur moderne. La technologie. Je ne parle pas de quoi que ce soit de science-fiction. Je parle d'outils concrets et accessibles qui changent la donne si tu les utilises bien. Le premier exemple est la pesée. Beaucoup d'éleveurs vendent encore leurs animaux sans savoir combien ils pèsent, se fiant à l'œil de l'acheteur ou à la balance de l'abattoir ou du marché. Cela revient à laisser le contrôle de la transaction à une autre personne. Ta propre balance, même si elle est portable, te donne le pouvoir de savoir exactement ce que tu as et te permet de négocier à partir d'une position d'information. Le coût d'une balance est récupéré lors de la première ou de la deuxième vente, où tu évites de te faire décompter des animaux qui étaient bien en poids. Le deuxième exemple est la génétique avec des données. Aujourd'hui, il existe des catalogues de taureaux avec des DEPs, qui sont des différences attendues de la progéniture, qui te disent avec des données concrètes combien pèsent les veaux de ce taureau à la naissance, combien au sevrage, combien à l'engraissement, à quel point leurs filles sont bonnes comme productrices de lait, à quel point le vélage est facile.
Choisir un taureau en fonction de ce type d'information par rapport à l'acheter uniquement pour son apparence debout est la différence entre parier à l'aveugle et parier avec des preuves. Le troisième exemple est les applications de gestion de l'élevage. Aujourd'hui, il existe des applications pour le téléphone portable qui te permettent de conserver tous les registres que j'ai mentionnés auparavant de manière simple, avec des alertes pour te rappeler les vaccinations, avec des graphiques d'évolution du poids, avec un calcul automatique de l'indice de gestation. Certaines sont payantes, mais beaucoup ont des versions gratuites qui sont plus que suffisantes pour commencer. Il n'y a aucune excuse pour garder les registres sur du papier plié dans ta poche de pantalon. Parlons de commercialisation car bien produire ne suffit pas si tu ne vends pas bien. C'est une autre des erreurs classiques de l'éleveur qui débute. Commencer à produire sans penser à qui tu vas vendre et dans quelles conditions. Le prix du bétail varie en fonction du poids de l'animal, de la catégorie, de la race, de l'état corporel, de la période de l'année et du canal de commercialisation que tu utilises. Vendre sur le marché du bétail est différent de vendre directement à l'abattoir, ce qui est différent de vendre lors d'une foire, ce qui est différent de vendre sur un marché de producteurs, ce qui est différent de vendre des animaux de pedigree lors d'une vente aux enchères d'éleveurs. Pour le débutant, le plus important est de connaître tous les canaux disponibles dans sa région et de comprendre comment chacun fonctionne. Combien te décompte-t-il pour le fret, pour la commission, pour le rétrécissement? Quelle est la différence de prix entre vendre à un intermédiaire et vendre directement? À quel moment de l'année le prix augmente-t-il historiquement et quand diminue-t-il? Cette information existe. Elle est disponible dans les rapports des marchés du bétail et l'étudier peut te faire gagner ou économiser une somme d'argent importante par an. Et puisque nous parlons d'argent, parlons de financement, car beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'élevage s'arrêtent parce qu'ils pensent qu'ils doivent avoir tout le capital dès le premier jour, et ce n'est pas comme ça. Il existe des lignes de crédit pour le secteur agricole dans presque tous les pays d'Amérique latine, avec des conditions qui, dans de nombreux cas, sont meilleures que celles du marché général. Car l'État soutient la production alimentaire, il existe des crédits pour l'achat de reproducteurs, pour l'amélioration des infrastructures, pour l'achat de machines, pour le fonds de roulement. Ce qui est vrai, c'est que l'accès à ces crédits nécessite d'avoir une certaine organisation minimale, un plan d'affaires, même s'il est basique, d'être à jour dans tes obligations et dans de nombreux cas d'avoir un type de garantie. Un plan d'affaires pour l'élevage ne doit pas être un document de 100 pages avec un langage de consultant. Cela peut être quelque chose de simple qui décrit combien d'hectares tu as, quel type d'élevage tu vas faire, combien d'animaux tu as ou prévois d'avoir, quel est le coût de production estimé, quel est le revenu attendu des ventes et quand tu prévois de récupérer l'investissement. Avec cela, tu peux déjà avoir une conversation sérieuse avec une banque ou avec une entité de crédit. Et si tu as un comptable ou un conseiller qui t'aide à le mettre en place, c'est encore mieux. Parlons un instant de l'erreur la plus coûteuse que font ceux qui débutent. Et cette erreur a un nom. Tomber amoureux des animaux. Attends, ne te méprends pas. Je ne dis pas que tu dois être indifférent au bien-être animal. Bien au contraire. Mais dans l'élevage, les animaux sont l'unité productive de l'entreprise. Quand un animal ne produit pas, quand une vache ne tombe pas enceinte pour la 2e année consécutive, quand un taureau sort subfertile à l'examen, quand une vieille vache ne peut plus maintenir un état corporel adéquat, la bonne décision est de le retirer du troupeau, même si ça fait mal. Garder des animaux improductifs parce que tu y tiens ou parce qu'ils sont dans le champ depuis longtemps, c'est brûler de l'argent, les ressources que cet animal consomme en pâturage, en eau, en travail sont des ressources qui ne produisent aucun rendement. L'élimination opportune des animaux improductifs est l'un des indicateurs de gestion d'un éleveur professionnel. Parlons maintenant de quelque chose que 2026 met sur la table, d'une manière qui, il y a quelques années, était moins urgente. La durabilité, et je ne parle pas de durabilité comme d'un concept de marketing vert. Je parle de durabilité comme d'une entreprise. Le marché mondial de la viande est en train de changer. Les pays acheteurs, en particulier en Europe et dans certaines parties de l'Asie, exigent de plus en plus la traçabilité, les certifications de bien-être animal et les preuves de pratique de gestion respectueuse du sol et de l'eau. Les bouvillons qui proviennent de champs qui peuvent démontrer ces choses ont accès à des marchés haut de gamme et à de meilleurs prix.
Ceux qui ne peuvent pas le démontrer sont relégués au marché de moindre valeur. Cela signifie que bien enregistrer, bien gérer le pâturage, maintenir la couverture végétale du sol, ne pas surcharger le champ et avoir un système de santé ordonné ne sont pas seulement des choses qui sont techniquement pratiques. Ce sont des choses qui sont économiquement pratiques car elles ouvrent des portes à de meilleurs marchés. L'élevage régénératif, qui est un concept qui intègre la gestion du pâturage avec la récupération de la santé du sol, gagne de plus en plus de terrain dans le monde et les éleveurs qui l'adoptent voient des résultats à la fois dans la qualité du champ et dans l'accès à des marchés différenciés. Cela vaut la peine de s'y intéresser. Parlons des personnes, car dans l'élevage, la qualité de la main-d'œuvre compte beaucoup et est l'une des questions les plus sous-estimées. Un ouvrier agricole ou un travailleur rural bien formé, qui sait bien faire son travail et qui comprend pourquoi il fait les choses comme il les fait, vaut beaucoup plus que celui qui exécute simplement des ordres sans rien comprendre. La différence dans le résultat d'une vaccination faite par quelqu'un qui sait à quoi elle sert par rapport à quelqu'un qui l'a fait parce qu'on lui a dit de la faire sans plus d'explication est énorme. Celui qui sait vérifie que la chaîne du froid est bonne, celui qui ne sait pas laisse le vaccin au soleil, celui qui sait signale quand il voit un animal étrange, celui qui ne sait pas attend que quelqu'un d'autre le remarque. Si tu as des travailleurs investis dans leur formation, cela ne doit pas être coûteux. Cela peut être de les emmener à une journée de terrain de la coopérative ou de l'Institut agricole de la région. Cela peut être de leur enseigner personnellement ce que tu sais. Cela peut être de demander aux vétérinaires de leur expliquer pourquoi nous faisons chaque chose quand ils viennent faire la vaccination. Une équipe qui comprend ce qu'elle fait est plus efficace, fait moins d'erreurs et dans de nombreux cas prend mieux soin des animaux car elle se soucie du résultat. Et si c'est toi qui commences et que tu es encore en train d'apprendre, investis dans ta propre formation. Regarde des vidéos techniques. Va à des journées de terrain. Visite des établissements de référence dans ta région et demande tout ce que tu peux. Parle aux vétérinaires non seulement quand il y a un problème, mais régulièrement pour mieux comprendre ce que tu fais. Rejoins des groupes de producteurs où l'information est partagée. 4. Les connaissances dans l'élevage s'accumulent lentement. Mais quand tu les as, personne ne peut te les enlever. Nous arrivons à la fin et je veux parler de quelque chose qui est peut-être le plus important de tous et qui n'a rien à voir avec le pâturage, ni avec les races, ni avec les chiffres. Cela a à voir avec l'attitude avec laquelle tu te lances dans cette affaire. L'élevage est une entreprise à long terme. Les résultats ne se voient pas en 3 mois, ils se voient en une année. Les décisions que tu prends aujourd'hui avec le sol, avec le pâturage, avec la génétique du troupeau, se feront remarquer dans 5 ou 10 ans. Cela exige une mentalité particulière, la capacité de bien faire les choses, même si les résultats mettent du temps à arriver. La discipline de maintenir un plan, même si le quotidien te pousse à t'en écarter, et la patience de construire quelque chose de solide au lieu de chercher des raccourcis qui, dans la plupart des cas, finissent par être plus chers. Les éleveurs les plus prospères qui existent ne sont pas ceux qui ont eu de la chance. Ce sont ceux qui ont pris de bonnes décisions de manière constante pendant longtemps. Ils ont acheté des animaux de qualité, ont bien géré le pâturage, ont tenu les registres, ont vacciné à temps, ont écarté ce qui n'était pas utile, ont réinvesti quand ils le pouvaient et ont appris de chaque erreur sans se laisser abattre par elle. C'est tout. Il n'est pas de secret. Il n'y a pas de formule magique. Il y a du travail bien fait, soutenu dans le temps, avec de la tête et avec des critères. 2026 est une bonne année pour se lancer dans l'élevage si tu le fais bien. Il y a de l'information disponible comme jamais auparavant. Il y a de la technologie accessible. Il y a des marchés attentifs à la production responsable. Il y a du crédit disponible pour ceux qui le cherchent avec un plan. Tout ce dont tu as besoin est sur la table. La question est de savoir si tu es prêt à faire le travail d'apprendre avant d'agir, de planifier avant d'acheter, de mesurer avant de décider et de garder ton calme quand les choses se compliquent. Car à un moment donné, elles se compliqueront, cela fait partie de l'entreprise. Si la réponse est oui, bienvenue, c'est ce qui t'attendait. Maintenant, au travail. À bientôt, amis, et donne tout. Si ce guide a transformé ta vision de la façon de démarrer et de prospérer dans le monde de l'élevage moderne.
Assure-toi de t'abonner et d'aimer notre chaîne. Nous sommes ici pour déterrer les connaissances et l'histoire que d'autres essaient de garder cachées. Cultive ton avenir avec nous. Le prochain trésor de sagesse pour ton champ s'ouvrira très bientôt.